Bonjour Gaétan. Écoute, coup sur coup, aujourd'hui, la Banque du Canada puis la Réserve fédérale, là, il y a quelques minutes à peine, ont pris la décision de ne pas faire varier le taux directeur. Évidemment, aux États-Unis, tout ça est au grand déplaisir de Donald Trump. Et petite parenthèse, là, Doug Ford, là, dans un style un peu trumpien, là, s'en est pris à la Banque du Canada, lui aussi, aujourd'hui, en disant il faut baisser les taux. Est-ce que ça te surprend, ces deux décisions-là parallèles qui ont été annoncées aujourd'hui? Non, je m'attendais à cette décision-là de la part de la Banque du Canada. Je m'attendais aussi à cette décision-là de la Banque fédérale américaine, mais aux États-Unis, avec la pression que M. Powell a, on aurait pu penser qu'il aurait bougé vers le bas, compte tenu de la situation, mais non. Il a assumé sa position, comme je pense qu'il doit la faire. Alors non, je suis pas surpris. Ce qui ne veut pas dire que ça va rester comme ça, évidemment, à long terme. Surtout que M. Trump est certainement pas de très bonne humeur aujourd'hui. Non, effectivement, Trump qui a annoncé toutes sortes d'affaires, là, un peu comme dans une espèce de rage vengeresse. Là, notamment, il s'en est pris au cuivre, il a signé un document, il s'en est pris au Brésil en devançant là, l'imposition des tarifs douaniers. Drôle d'ambiance, j'imagine, à la Maison-Blanche aujourd'hui. Ouais, drôle d'ambiance. Puis, tiens, je vais en rajouter. Aujourd'hui, il y a tout l'enjeu du redécoupage de la carte électorale pour Ouais. les élections de mi-mandat au Texas, qui fait perdre à peu près 20 sièges aux démocrates, parce qu'aux États-Unis, on peut faire ça. On peut réarranger la carte électorale pour se favoriser dans l'élection subséquente. C'est quand même extraordinaire. Ben, c'est leur pays, c'est comme ça que ça marche. Mais pour en revenir au taux d'intérêt et à la réaction de Trump et les commentaires qu'il a fait cette semaine, à savoir que dans 2 jours, les tarifs vont être au plafond pour le Canada et d'autres pays, disons on sait que Trump recule souvent, mais je pense qu'on a beaucoup de perturbations devant nous. Hmm, très intéressant. Sinon, dans un univers qui est plus le tien, là, les Québécois sont de moins en moins nombreux à avoir un médecin de famille. Moi qui pensais que bon, c'était lent, mais que ça allait au moins dans la bonne direction. Et non, en 2024, il n'y a que 72% de la population qui était prise en charge par un omnipraticien. C'était 82% en 2019. Et là, donc, ce n'est que la CAQ, là, je veux dire, on s'entend, là, c'est vraiment sous le régime caquiste. On a vu une baisse de 10% du nombre de Québécois qui sont pris en charge. Toi qui as quand même été très intimement mêlé à tout ça, comment est-ce qu'on explique cette variation vraiment dans la mauvaise direction et quand même assez rapide finalement? Oui, puis je vais rajouter deux éléments à ce que tu viens de dire. Le premier élément, c'est la portion 2015-2018, parce que les statistiques qui sont rapportées aujourd'hui sont de 2019, donc Oui, la première exactement. année d'arrivée au pouvoir de la CAQ jusqu'à aujourd'hui. Je dis ça pour montrer à ceux qui nous écoutent là la nécessité d'avoir des mesures qui induisent un changement. Je m'explique. Évidemment, la partie de 2015-2018, c'est moi qui étais là. Et tu te rappelleras, Philippe, que j'avais mis, oui, c'est ça, Francis, pardon, tu te rappelleras que j'avais fait une loi, la fameuse loi 20, qui avait été décriée par les médecins. C'était un scandale, c'était ci, c'était ça. Mais il reste pas moins que cette loi-là, qui visait à forcer les médecins à prendre des patients en charge, ben, il y a 1 million de Québécois qui ont eu accès à un médecin de famille dans une vraie prise en charge. Là. Pas du sans rendez-vous comme actuellement on a Hmm. avec le guichet d'accès là, au médecin de famille. Là. C'est pas ça du tout. Là. C'est pas ça. C'était une vraie prise en charge. Alors là, après ça, la CAQ arrive au pouvoir, défait ça, et là, on constate que on baisse de, effectivement, 10% de la population. Mais on baisse 10% dans un contexte particulier, Francis, puis il faut le noter, c'est que depuis 15 ans, là, les facultés de médecine, ça faisait 10 ans qu'elles étaient ultra pleines, là, et ça fait plus de 15 ans qu'à chaque année, il y a plus de médecins que l'année précédente. Le nombre de médecins augmente net. Mais ce qui change, c'est que les médecins plus âgés, qui sont d'une jeune génération, qui prenaient beaucoup de patients, ben, ils sont remplacés par des plus jeunes médecins, hommes et femmes, c'est pas une question de femmes, là, ou d'hommes, c'est générationnel, qui en prennent beaucoup moins.
Donc, s'ils en prennent beaucoup moins ou qu'ils en prennent vraiment beaucoup trop moins, si tu me permets l'expression, à un moment donné, il faut des règles, des attendus, des livrables qu'on impose aux médecins, et c'était l'essence des lois précédentes. Ben alors, au moment où on se parle, là, quand tu regardes la période 2015 à 2025, on a vu une augmentation constante du nombre de médecins, une augmentation de la prise en charge dans les premières années et une diminution de la prise en charge par la suite. Et cette diminution-là, ben, elle est spectaculaire. Quand tu parles d'un médecin d'une autre génération qui avait 2500 patients à charge et que tu tombes à un plus jeune qui refuse d'en avoir plus que 500, et je pèse mes mots parce que c'est ça la réalité, ben là, tu te retrouves à un moment donné avec ce que l'on appelle toujours, quand tu écoutes les médecins, une pénurie de médecins. Ben non. Ouais. On a des gens qui ne sont pas au débit approprié. Et quand on prend des points de référence, Francis, de d'autres pays, des pays qui ont des systèmes de santé qui sont similaires aux nôtres. Ouais. Je vais donner une image qui vaut 1000 mots. Le système qui ressemble le plus au nôtre, là, en termes de sous-financement, tout ce que tu voudras, là, hôpitaux vétus, c'est l'Angleterre. Ben, en Angleterre, un médecin de famille qui ne fait pas d'hôpital, on l'oblige, pas on lui demande, on l'oblige à prendre 1500 patients à charge. Au Québec, on tolère 500. Alors, vous avez beau parler de la féminisation, la conciliation travail-famille, nanana, c'est bien beau, là, mais quand tu n'as pas un plancher, ce que j'appelle, moi, un livrable requis sous peine d'une conséquence financière, ben ça donne ça. Ben, puis j'aimerais t'écouter parce que, bon, moi, je suis patient, là, tu sais, j'ai aucune notion de comment ça fonctionne être médecin au quotidien, mais moi, je suis un des chanceux qui a un médecin de famille au Québec. Tu dis 500, là, mettons. Là. Genre, moi, je vois pas mon médecin une fois par année. Là. Tu vois peut-être une fois par année. Là. Mais tu sais, je comprends pas si t'as, bon, 500, c'est un petit peu plus que 365, là, mais mettons, ordre de grandeur, ça fait comme 1,3 patients par jour. Mais, comme, ben, ils font quoi le reste du temps? Tu comprends? Je veux dire, ou est-ce que c'est comme une couple de patients qui y vont tous les 2 jours? Ou comme qu'est-ce qu'ils font avec juste. Il me semble que si j'étais médecin, j'aurais envie de dire je vais en booker, je sais pas, 5, 6, 7, 12 par jour. Et quand j'y vais, Gaëtan, ça dure pas 1 heure, là. Tu sais, elle me prescrit un médicament, une prise de sang, ça dure 15, 20 minutes gros max. Il y a comme. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que tu fais avec 500 patients comme omnipraticien. Ça dépend de la qualité de ta clientèle. Quand je dis qualité, là, ça ne veut pas dire quelque chose de négatif. Non. C'est sûr que si tu as comme clientèle uniquement 500 personnes qui ont 80 ans et plus et qui ont plein de maladies chroniques, c'est assez. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais une modélisation, évidemment, tu vas le saisir, là, c'est facile à comprendre, ben, on doit pondérer les patients. Alors, un patient plus âgé, par exemple, si on dit, tu dois prendre 1000 patients, ben, tu peux en avoir 500 si ce sont 500 personnes âgées. Alors là, tu dois faire une pondération. Puis cette pondération-là, dans les modèles, elle a été faite. Le problème, c'est que il y a personne qui a 500 personnes, ça existe, là, mais c'est très rare, 500 personnes âgées avec de multiples problèmes sérieux chroniques. Quand on regarde la population et qu'on la pondère selon la pyramide des âges, là, tant par des cadres, de jeunes, de moins jeunes, de moyens, de plus âgés, ben, ce sont les chiffres que l'on a. Alors, à 500, qui sont 500, mettons, qui représentent la population, donc une proportion équivalente à la population en général de jeunes, de moins jeunes, de plus âgés, ben, c'est pas beaucoup. Et en étant pas beaucoup. Puis là où c'est intéressant, Francis, c'est que tu le dis toi-même. Et ça, c'est bien important. Parce que ça avait été analysé par les médecins eux-mêmes. La durée moyenne d'une consultation. Là. Quand on dit moyenne, ça veut dire que, évidemment, il y en a qui durent plus longtemps et il y en a qui durent moins longtemps. C'est 20 minutes. Alors là, ben 20 minutes, ça veut dire que théoriquement, tu es capable, en moyenne, de voir 3 patients à l'heure. Ben, mettons 2, là, avec un peu de paperasse, ben, là, entre les deux, là, ouais. Ben, ben, quand tu fais cette modélisation-là, avec ça fait le quand nombre même, de médecins... Ça fait quand même 15 par jour, là. J'avoue, exactement. 12 par jour, je sais pas, fais ce que tu veux, mais ouais. Ah oui, et puis les modèles sont faits comme ça. C'est exactement ce chiffre-là, multiplié par 40 semaines par année. Pas 52, là. Pas 48. 40.
Il en reste 12 libres, ce qui permet à un médecin, par exemple, de prendre 3 semaines de vacances l'été puis se mettre à 15 jours semaine le restant de l'année. Mais avec une modélisation comme celle-là, il y a assez de médecins. Puis là, je vais t'en rajouter une couche, Francis. C'est que dans la période en question, ont été formés au Québec près de 2000 infirmières praticiennes spécialisées qui donnent des services de niveau médical de première ligne. Ce qu'on appelle fait les que IPS. Plus de médecins, là, ouais. C'est ça. Tu as plus d'IPS et le nombre de personnes prises en charge, comme l'Institut de la statistique du Québec, là, c'est pas moi qui le dis, là, je pense qu'ils sont neutres et objectifs, ça baisse. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la responsabilité de l'État de mettre des balises. Alors, moi, je me souviens de l'avoir fait, ça m'a valu un certain nombre de tomates, mais il en reste pas moins qu'aujourd'hui, la démonstration se fait à nouveau que il y a un problème, puis le problème, à un moment donné, ça devient un problème de gérance, ou bien les médecins sont libres de faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent, ou bien on leur demande pas un maximum, mais bien un minimum. Et je m'explique, c'est que quand on regarde les modèles et qu'on regarde les chiffres, plus de la moitié des médecins font le fameux minimum. Mais t'en as à peu près le tiers, là, le quart qui sont très loin de la moyenne, puis à peu près un autre quart là, qui sont près de la moyenne. Si on allait chercher ça, là, on n'aurait à peu près pas de problème. Mais là, on tombe dans la politique, et la politique, c'est de la perception. Alors là, c'est des groupes de pression qui disent « Oui, mais nous, vous savez, patati patata ». Et là, le ministre, lui, qui va aller en élection à un moment donné et qui n'ose pas mettre le pied à terre. Je comprends. Fred est avec nous, hein? Oui, bonjour Gaétan. On reçoit des commentaires, bien sûr. Là, Marcel qui a perdu son médecin de famille. Bon, moi, je me pose la question. J'ai 37 ans. Ça fait quelques années que je n'ai plus de médecin de famille. Il y a un élargissement de la population, il y a un vieillissement de la population. J'ai l'impression qu'il y a une génération de gens comme moi qui sont un peu découragés. Moi, je me demande si c'est réaliste comme projet de société de continuer de promettre à chaque Québécois qu'on pourrait obtenir un médecin de famille. La réponse, c'est que oui, c'est réaliste. Absolument. Parce que d'abord, sur le plan des modèles, on en a assez de médecins en ce qui concerne l'objectivité de la chose. Et on ne demande pas à quelqu'un comme toi, qui a 37 ans, d'aller voir le médecin à tous les 6 mois. Là. On te demande d'avoir un point de chute, un endroit, là, ton médecin. Puis je dis souvent la blague, les gens ne veulent pas se déshabiller devant n'importe qui 3 fois par année, là, qui n'est pas la même personne. Il y a une relation de confiance. C'est ça la prise en charge. Mais toi, tu dois avoir, comme tout le monde, un médecin qui te suit au fil du temps, que tu vois quand tu en as besoin, qui te connaît et qui peut même parfois saisir, rien que dans une conversation, si ça va ou ça va pas, tu as tel symptôme, tu l'as pas. Je parle pas de santé mentale, là, je parle de santé physique, là, mais c'est la même chose pour la santé mentale. Alors, un médecin qui a vraiment une prise en charge comme ça va avoir des comme toi, que tu vas peut-être voir une fois par année. Puis si tu as des enfants au-dessus de 5 ans, ils vont peut-être les voir une fois aux 5 ans. Mais toi, quand tu vas avoir 60 ans, ben, tu as ton médecin qui va te voir plus souvent, et tes enfants, et ainsi de suite. Alors, c'est ça la modélisation. Pondérer la situation clinique du patient pour donner une clientèle qui est raisonnable, qui est composée de gens qui sont médicalement plus légers, avec des gens qui sont médicalement plus lourds à suivre, mais au total, ça fait une charge qui est raisonnable pour le médecin, et de cette manière-là, on est capable d'avoir, avec le nombre de médecins et d'infirmières praticiennes spécialisées, une prise en charge de 100% de la population. À ta question, est-ce que c'est faisable? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça nécessite des règles? La réponse, là aussi, c'est oui. Gaétan Barrette, merci beaucoup pour cette intervention. On se retrouve demain. À la prochaine. Bye bye.